On peut en retourner une, Chronique du Moulin, mais quand on voit le réchauffement climatique, quand on voit l'extinction des abeilles, quand on voit le chômage et l'afflux des migrants, je crois qu'on peut être que découragé et déprimé, non? Comment rester optimiste dans un monde en plein déclin? C'est le thème de cette vidéo du jour. Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin, bienvenue au Moulin de Beaupré. J'ai toujours un plaisir à être avec vous, à vous accompagner. Et certains jours, je suis bien sûr plus enthousiaste que d'autres. Certains jours, je suis plus confiant que d'autres. Certains jours, je suis plus optimiste que d'autres. Simplement parce que je suis humain, parce que je suis vivant, parce que je suis plein d'émotions, parce que je suis sensible. Et que donc, quand je regarde l'actualité, ça m'arrive, même si j'ai plus de télévision depuis quelques années, ça m'arrive quand même d'avoir quelques regards sur l'actualité, et je vais bien sûr, en regardant le réchauffement climatique, en regardant l'extinction des espèces, on sait qu'à la fin de la décennie, on aura autant de plastique dans les océans qu'il n'y a de poissons, on sait qu'il y a à peu près la moitié des mammifères qui ont disparu en 50 ans, donc on a vraiment autant, on sait que le nombre de migrants va être multiplié peut-être par 10 dans les 20 ans qui viennent, que les effets du réchauffement climatique sont terribles, sont désespérants. Et justement, comme ils sont désespérants, est-ce qu'on va être désespéré? Et c'est vraiment une vraie question, parce que je vous assure que pour un coach, un formateur, enfin je me sens plus aujourd'hui auteur, conférencier, peut-être influenceur dans ce monde, la question se pose de savoir où trouver l'énergie pour rester optimiste. Parce que si je ne suis plus optimiste, je n'aurai plus jamais aucune énergie pour investir dans ces vidéos, pour offrir des vidéos d'inspiration, si je n'avais plus un peu d'espoir quelque part. Et je dis espoir, je pense à Trungpa, ce maître tibétain qui parlait de l'inespoir. L'inespoir, c'est quand, tant qu'on a du désespoir, ça veut dire qu'on continue à avoir de l'espoir. Et Arnaud Desjardins faisait toujours le lien entre l'espoir et l'espérance. L'espoir, c'est j'attends que le gouvernement, par exemple, décide quelque chose dans les 10 ans qui viennent pour modifier totalement, radicalement notre façon de nous comporter avec les animaux, ou modifie dans les 5 ans la façon d'utiliser les pesticides pour arrêter cette pollution de la terre. Et j'ai l'espoir que le gouvernement tienne sa promesse. Donc j'ai posé mon espoir dans le fait qu'une autre prenne une décision où j'ai espoir que le mouvement écologiste prenne le dessus, où j'ai espoir. Donc s'il y a espoir, ça veut dire qu'il y a attente quelque part d'un résultat. Et si le gouvernement n'obtient pas ou ne tient pas sa promesse, par exemple, je vais être désespéré. Mais tant qu'il y a espoir et désespoir, ce sont les faces opposées d'une même pièce. Et quand Trungpa, ce maître Chogyam Trungpa, ce maître tibétain parle de l'inespoir, c'est l'endroit où on pourrait parler d'espérance en se disant que quoi qu'il arrive, et même si les ressources nous dépassent complètement, nous pouvons rester dans l'espérance de se dire que, quoi qu'il arrive, quelque chose peut être tourné vers la lumière. Et quand je fais des conférences, des fois, ça m'arrive que les gens me disent dans la salle « mais vous êtes optimiste, vous êtes trop naïf ». Et croyez-moi, l'optimisme que je tiens et que je développe, ce n'est pas un point d'arrivée en voyant la situation écologique ou humaine aujourd'hui. Je suis très au fait, le plus que je puisse l'être, au fait des désastres écologiques. Et nous aurions autant de raisons de nous effondrer et d'être profondément pessimistes. Et je suis aussi au fait de toutes les initiatives qui se passent ici et là dans le monde, souvent issues d'une jeune génération qui invente, je pense à ce jeune homme de 25 ans qui invente tout un processus pour nettoyer les océans du plastique. Je pense à tout un tas de start-up qui sont terriblement créatifs, terriblement... Donc j'ai autant de bonnes raisons d'être optimiste que de raisons d'être pessimiste. Et à partir de là, comme disait Voltaire, je préfère être optimiste parce que je sais que c'est bon pour la santé. Donc c'est vraiment une posture qui est pour moi une posture martiale, et tous les matins quand je me lève, sachant
pour les chamans, le monde extérieur est une fractale du monde intérieur. Si je suis pessimiste et si je suis concentré sur tout ce qui ne va pas, je vais à ce moment-là m'effondrer. Je ne vais plus trouver l'énergie pour apporter ma pierre à l'édifice. Parce que s'il y a une chose qui me tient à cœur, c'est que quelle que soit la situation, j'apporterai toujours ma pierre à l'édifice. Pourquoi? Parce que j'en ai fait le vœu. J'en ai fait le vœu quand j'avais 24 ans en m'engageant auprès des Tibétains, en faisant cette prière qui est la prise de refuge. Et puis j'ai compris ce que ça voulait dire 10 ans après, donc j'ai relancé mon refuge, qui est comme un vœu de se dire jusqu'à la fin de mes jours, je m'engage à apporter ma pierre à l'édifice pour faire en sorte que ce monde aille de mieux en mieux. Donc je fais ma part. Ça ne veut pas dire que la part va permettre la transformation à laquelle aspire le plus grand nombre. Ça veut dire que je pourrais me coucher à l'aube de ma vie en étant apaisé, en disant que, comme le colibri, hein, vous connaissez tous la légende du colibri qui a été lancée par Pierre Rabhi, démocratisée par Pierre Rabhi, de cet incendie de forêt et les deux éléphants qui jouent dans l'eau et le petit colibri qui vient prendre une goutte d'eau et la diffuser sur l'incendie. Et les éléphants regardent ça en disant « mais qu'est-ce que tu fais? Tu crois que tu vas avec ta goutte d'eau éteindre l'incendie ?» Et le colibri dit « je ne sais pas, mais en tout cas je fais ma part ». Et faire sa part, c'est peut-être déjà regarder sa façon de s'alimenter, quelle alimentation je consomme au quotidien, est-ce que je me tourne un peu, je m'intéresse un peu au véganisme ou au végétarisme, pardon, parce que effectivement, dès qu'on s'intéresse un peu à ça, on voit qu'il nous faut 10 fois ou parfois jusqu'à 100 fois plus d'eau pour un litre pour un kilo de viande que pour un kilo de blé. Donc bien évidemment que ce qui m'a amené moi à être végétarien, c'est d'une part que je ne pouvais plus regarder les animaux de la même façon, je ne pouvais plus regarder, donc c'est vraiment un engagement politique, c'est un engagement humain, c'est un engagement sensible, c'est un engagement écologique, et puis c'est un engagement de santé qui fait que je me sens mieux effectivement en étant végétarien. Donc je ne prône pas pour autant le végétarisme pour chacun, mais j'invite chacun à la conscience de se dire qu'est-ce que je mange? Est-ce que je mange plutôt une nourriture chimique ou une nourriture bio? Est-ce que j'utilise comment dire, les circuits courts ou les circuits longs? Donc c'est vraiment prendre conscience de notre responsabilité dans notre alimentation, mais aussi dans l'alimentation psychique. De quoi je vais me nourrir? Est-ce que je me nourris des mauvaises nouvelles ou est-ce que je me nourris de nouvelles positives? Est-ce que je diffuse moi-même de l'optimisme ou du pessimisme? Et là, je vais prendre conscience de ma responsabilité, de mon pouvoir, du pouvoir que j'ai jour après jour, semaine après semaine, pas en donnant des exemples que je n'incarnerai pas, mais en incarnant moi-même ce monde, comme disait Gandhi, soit le changement que tu veux voir en ce monde, et parce que je vais moi-même incarner dans mes gestes, dans ma façon de me déplacer, de m'alimenter, de communiquer, je vais devenir un petit exemple, mais ce petit exemple multiplié par 10, par 100 ou par 1000 peut être influent, et c'est parce qu'on prend conscience de notre influence, je crois, que nous pouvons vraiment rester optimistes dans ce monde en plein déclin.